بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed. Chers amis, salam alaikum, bonjour, azul. C'est la quatrième vidéo. En fait, elle est consacrée donc, au coefficient de Poisson, au déplacement axial, le module de Young et le tenseur qui relie les deux tenseurs traction, plutôt la déformation et contrainte. Le tenseur de quatrième degré. Donc on va voir tout ça. En fait, l'application de cette modélisation en trois dimensions de l'éprouvette en traction compression pour voir tout ça. Là, je commence donc par, et avant de commencer, si vous permettez, je vous invite donc à cliquer sur le lien dans le descriptif et aller dans la quatrième partie pour suivre cette explication. Là, je commence donc par le coefficient de Poisson. Donc, le coefficient de Poisson est défini par, si vous voulez, par cette formule qui dit nu égale delta R sur R divisé par delta L sur R. Qu'est-ce que c'est que delta R? C'est tout simplement, ici, nous avons une pièce en traction, donc deux rayons R, on peut dire une éprouvette cylindrique, deux rayons R, et quand on tire, c'est-à-dire quand on charge à la traction, il y a un raccourcissement delta R de ce rayon. Et en même temps, il y a un allongement delta L. Donc, tout simplement, c'est le raccourcissement relatif sur l'allongement relatif. Mais le problème avec ça, c'est quoi? Regardez ici delta R. Elle est définie comme elle est répartie d'une façon uniforme. Donc, ce raccourcissement-là, là, égale ici, là, partout la même chose. Mais la réalité, c'est que la pièce conserve, dans la section transversale, conserve les mêmes dimensions. Ça, c'est le réel. Ça, c'est, je ne sais pas, donc ça a été inventé comme ça, je ne comprends pas d'où il vient. Mais ça, c'est le réel. D'ailleurs, là, vous avez donc une image qui s'affiche sur votre écran. Et regardez donc, il y a un essai de traction sur la pièce avant chargement et après chargement. Là, je vous laisse voir. Vous allez donc constater, c'est clair, que donc, la déformation de la section transversale, elle est loin des extrémités, elle ne touche pas les extrémités, elle touche la partie centrale. C'est ce que j'ai appelé déjà à la troisième vidéo que j'ai fait donc précédemment, c'était donc la longueur de transition. Donc je reviens ici, donc je reviens donc sur cette éprouvette, donc la déformation réelle de la section transversale. Regardez ici donc la partie concernée, ce qui est que la partie centrale de longueur LI, longueur de transition. Donc, en dehors de cette zone de transition, le tenseur de contrainte, c'est le tenseur classique, donc il y a une seule contrainte, F sur S, sigma 11, et le reste égal à 0. Par contre, là, dans la zone de transition, donc il y a le tenseur de 3 dimensions, vous avez sigma R, sigma RZ. Sigma RZ, c'est la contrainte de cisaillement qui agit donc sur le plan RZ. Donc en fait, cette déformation de la section transversale, regardez s'il vous plaît comment elle est, donc son aspect. En fait, il s'agit d'une déformation, c'est pas comme ici, uniforme. Il s'agit de la réalité. Ça, c'est la réalité, ce qu'il y a, donc ce qu'on voit donc, quand on fait le test de traction. Donc, on voit une déformation angulaire. Et la déformation angulaire, c'est l'œuvre d'une contrainte de cisaillement. Ce n'est pas une contrainte normale. Donc, cet angle-là, on peut la calculer, c'est tout simplement donc tangente de cet angle égale l'angle lui-même en radian, c'est égal, donc ça, donc tangente de l'angle, c'est delta R sur LI sur 2. Donc, donné comme ça. Donc, ce n'est que la déformation dans le plan
dans le plan RZ, ou bien on peut l'appeler directement epsilon RZ. Donc, c'est plutôt gamma RZ long, c'est la déformation dans le plan RZ. Et on peut le relier directement au lieu de ce coefficient de Poisson. Donc, on efface ce qu'on oublie. Définitivement, on le remplace par un module de cisaillement G, indice T. T comme Télésa. C'est une simple appellation. Vous pouvez l'appeler module de cisaillement tout court et voilà. Et je vais donc le corréler, la contrainte, cette contrainte-là, contrainte de cisaillement, sigma RZ, contrainte de cisaillement dans le plan RZ, c'est pas bien effacé. Voilà, on fait quelque chose de propre, c'est mieux. Sigma RZ égale à GT, G, donc le module de cisaillement de Télésa, multiplié par epsilon RZ. La déformation dans le plan RZ, ce n'est que delta R. Donc, on mesure ici delta R et on mesure la longueur de transition divisé donc longueur de transition divisé par 2, ou bien égale 2 fois delta R sur la longueur de transition. Voilà. Donc, nous avons donc quelque chose de nouveau. Au lieu donc le coefficient de Poisson, on l'oublie. Ça, c'est faux. Ça, c'est pas bon. Voilà, on le remplace. Donc, il est normal, auparavant, quand ce coefficient de Poisson a été inventé il y a depuis 2 ou 3 siècles, il n'avait que ce tenseur-là, F sur S. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tout simplement, ils ont relié une déformation et une autre déformation. Mais là, on n'a pas besoin, donc nous avons une contrainte qui agit dans le plan RZ. Il y a une déformation dans le plan RZ. Donc, ça, donc, on fait donc, cette corrélation entre les deux grandeurs. Et voilà. Je passe maintenant à le déplacement axial. Donc, le déplacement axial, tout simplement, sur une éprouvette en traction de longue où la longueur est relativement beaucoup plus grande que la section transversale. Je vais dire R sur L, quelque chose comme R sur L supérieur à 10, quelque chose comme ça, 20, 30, 40, 50, je ne sais pas. Donc, voilà ce que j'ai fait. J'ai ici donc, c'est pour travailler dans ce sens. Au lieu de faire dans ce sens, je peux faire comme ça, c'est mieux. Donc, j'ai une éprouvette. Voilà. L'éprouvette, elle est comme ça. Voilà, j'espère qu'elle est bonne. Même si elle est un petit peu déformée, mais qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai ici le déplacement et j'ai donc ici une force F et une force F. Et en traction, j'ai ici donc la longueur. Ça, c'est L sur 2. La longueur sur 2. Et j'ai ici la zone de transition. LI sur 2. Donc, parce que la zone de transition, donc, c'est voulu, bon, je prends jusqu'ici, hein. L, moins LI sur 2. Et ici, moins L sur 2. Voilà. Donc, en zone de transition, j'ai la contrainte axiale, donc sigma z, bien que, bon, je vais faire ici l'axe z comme ça, sigma z égale à grand sigma z. Grand sigma z, en fait, c'est F sur S. F sur S, sigma z égale à F sur S. Sinus P sur LI Z. Et vous savez très bien que donc la déformation epsilon Z, la déformation dans le sens axial égale. Donc la loi de Hooke, sigma Z sur E, sinus P sur LI Z. Voilà. W, c'est le déplacement axial.
égale, donc, dz, l'intégrale, égale à sigma z. Moi, je prépare un petit quelque chose pour ne pas réfléchir, pour écrire directement. Voilà. Donc, en zone de transition, égale, donc, sigma z sur E, donc, j'ai le sinus P sur Li, Z, dz, égale à moins Li sur P, voilà, dz sur E, et ensuite cosinus P sur Li, Z, plus une constante. Comment déterminer cette constante? Tout simplement, ici, à z égale 0, le déplacement est nul, parce qu'en fait, le déplacement, c'est dans ce sens et dans ce sens, mais ce point reste toujours en même place, donc égale 0. C'est pour cette raison donc que, ou bien je vais mettre W de z égale 0, W de z égale 0, égale 0. À z égale 0, égale 0. À l'origine, c'est ce qui implique que je donne directement la formule. Donc, dans la zone de transition, W égale Li sur P, Wz sur E, 1 moins cosinus P sur Li, Z. Qu'est-ce qu'on constate ici? Qu'est-ce qu'on remarque ici? Regardez les où les Z. D'habitude, avec le modèle classique, on fait comme ça. Nous avons W égale E, plutôt sigma Z, sur E, multiplié par Z. C'est linéaire. Donc, mais là, j'ai donc le Z, il est à l'intérieur du cosinus. Donc, ce n'est pas linéaire. Le matériau peut être donc le matériau élastique. Donc, il n'y a pas de problème. Mais sa déformation n'est pas linéaire. Donc là, je W en fonction de Z. Voilà. C'est quelque chose qui est comme ça. Voilà. Par contre, en sortant de cette zone de Li, donc dans cette partie-là, Li jusqu'à L sur 2, cette partie est linéaire. C'est cette formule qui s'applique. Et ça devient par la suite comme ça. Pardon. Et voilà. Ça devient comme ça. Donc, une partie en zone de transition, ce n'est pas linéaire. En dehors de la zone de transition, et linéaire. C'est-à-dire là, je vais tracer donc, le classique. Voilà. Ça donne comme ça. Ça, c'est si j'applique et maintenant, je m'attache à déterminer le module de Young ou bien réévaluer le module de Young d'un matériau. Donc, j'ai ici, donc d'habitude pour déterminer le module de Young d'une pièce métallique, on fait un essai de traction. J'ai donc ici une pièce grande, donc de grande longueur par rapport à son diamètre. Et donc, nous avons ici donc, la longueur de transition. Et dans la longueur de transition, donc, je viens de démontrer que le déplacement est donné par cette formule. Li, c'est la longueur donc, de transition, divisé par P, sigma Z. Sigma Z, c'est F sur S. Le module de Young, 1 moins cosinus. Donc, vous avez cette formule-là. Ça, c'est en zone de transition et non linéaire. Le déplacement est non linéaire. Par contre, le déplacement axial, en dehors de la zone de transition, il est linéaire. Et voilà la formule. Donc, on remarque ici donc, cette formule, donc, à cette extrémité-là, à ce point-là,
j'ai le déplacement delta L sur 2. Comment je le sais? Tout simplement, quand on tire sur une éprouvette, elle s'allonge de delta L. Et chaque extrémité, il s'allonge de delta L sur 2. Ce côté-là, delta L sur 2, et ce côté-là, delta L sur 2. Donc, ce côté-là, l'allongement, il est de delta L sur 2. Je remplace ici dans cette formule L sur 2, et voilà, donc j'ai W, déplacement axial à ce point, égal, donné par cette formule. Donc, dans cette formule, je connais ça. Ça, c'est F sur S. Je connais le L. Je connais le LI, la longueur de transition. Je calcule ça. Donc, là, ça me donne cette formule-là. Et cette formule, donc 1. Donc, si je désigne par ECL, E indiciel, le module de Young classique défini par ce qu'on a l'habitude de faire, c'est tout simplement avec une éprouvette. On tire sur l'éprouvette. Nous avons delta L. Ce delta L, on calcule la déformation moyenne comme donc, delta L sur L. Et nous avons donc sigma Z. Et bien, donc, le module de Young, tout simplement, classique, il est calculé comme égal à sigma Z sur epsilon Z. Parce que là, donc, ça, c'est 1 sur epsilon sur Z. Voilà, epsilon Z. Donc, je vais introduire cette formule-là ici et je vais le marquer ici. Donc là, c'est ECL, là, et ça me donne cette. Donc, le module de Young en fonction du module de Young classique. Voilà la relation entre les deux. Donc, module de Young réel égale le module de Young classique multiplié par cette formule-là. LI, c'est la longueur de transition, et L, c'est la longueur totale de l'éprouvette. Et si on remarque, si LI, la longueur de transition, est égale à la longueur, par exemple, une éprouvette de béton à la compression. Voilà, j'ai une éprouvette de béton à la compression. Elle se casse de cette façon. Donc, en fait, ici, j'ai la longueur totale L égale LI. Voilà. Dans ce cas, ce terme-là égale à 1. Et je trouve que E, donc j'ai E égale ECL, 1 moins P sur 2, moins 2, donc j'ai moins P plus 2, divisé par P, je vais faire P ici, moins P sur P, c'est tout simplement égal à 2 sur P. Ou, pour une éprouvette de béton, donc en fait, pour ce que nous sommes en train de faire, c'est que, avec la méthode classique pour déterminer le module de Young pour le béton, en réalité, le module de Young, il est comme ça, E égale 2 sur P, ECL. Voilà. Le module de Young réel, il est à 2 tiers, il est environ à 63% de ce que vous calculez, enfin ce que vous déterminez avec l'écrasement sur l'éprouvette de béton. On va l'écrire joli. Voilà. On va écrire lisible et joli. Égale 63% de ce que vous êtes en train de calculer. Ici, sur une éprouvette d'1 kilomètre de longueur, vous avez ici LI sur L tend vers 0 et vous avez par la suite, par conséquent, E égale ECL. La conclusion, c'est que le module de Young, ce n'est pas une valeur intrinsèque. Elle dépend aussi des dimensions de l'éprouvette. Donc, on peut jouer comme on veut avec. Voilà. Je passe maintenant au tenseur.
ou bien à la loi de Hooke. La loi de Hooke, donc, qui relie le tenseur de déformation au tenseur de contrainte. C'est un tenseur de 4e degré. Et voilà. Donc, pour ne pas faire des bêtises, je prends ma petite feuille, bien que je ne sais pas vous dire, mais c'est pas grave. Bon, les déformations E et G égale tenseur de déformation égale A et G, A et G GKL, sigma KL. Voilà. Ce tenseur-là, donc, il est défini comme ça, 1 sur E, 1 moins nu, 0, 0, 0, moins nu, 1, moins nu, 0, 0, 0. Ensuite, AIGK, AIGKL. Et j'ai aussi moins nu, 1, 0, 0, 0. Ensuite, j'ai, à la place de tout ça, j'ai 3 0 ici, 2 0 là, 1 plus nu. Là, ensuite, 4 0, 5 0, 5 0, 1 plus nu, 0, et ensuite 2 0, 1 plus nu, voilà. Voilà, donc ce tenseur-là. Mais comme je viens de démontrer que ce terme-là, nu, n'existe pas, voilà, ce n'est pas sa place ici. Donc ce tenseur-là, il faut le changer. Ce tenseur n'est pas bon. Les éléments qui constituent ce tenseur ne sont pas bons. Donc c'est les éléments qui constituent le tenseur, il est bon. La loi de Hooke, c'est la loi qui relie déformation aux contraintes. Donc il n'y a rien à dire. Mais par contre, les éléments, certains éléments de ce tenseur, il faut le changer. Sur ce, mes chers amis, j'ai terminé mon exposé. Je vous remercie pour votre attention. La prochaine vidéo, ça sera sur, je critique un petit peu l'essai triaxial, ou peut-être même beaucoup, l'essai triaxial. D'ici là, portez-vous bien. Et comme toujours, cliquez sur le lien dans le descriptif et vous avez tout ça bien défini, bien clair. Je vous dis salam alaikum. Au revoir. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad.